Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Placement, une rentrée toujours aussi dense et riche en actualités concernant votre patrimoine. On va s'intéresser au retour de l'inflation, et oui, c'est quelque chose dont il faut tenir compte quand on veut gérer son patrimoine efficacement. Et on verra également quelles pourraient être les conséquences de la rentrée 2019, de cette année 2019, en termes de patrimoine, avec les changements qui sont opérés par le gouvernement. On terminera avec un petit détour par le Grand Paris. Vous le savez, c'est un projet ambitieux qui porte beaucoup d'espoir et qui peut être une opportunité également de placement. Mais on commence tout de suite par un point sur les marchés financiers. Un point sur les marchés financiers en compagnie de Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver après des vacances méritées. Alors, on va s'intéresser à l'inflation qui, elle aussi, est sortie d'hibernation. On n'aurait pas imaginé il y a quelques années, vous nous avez apporté un graphe, on va voir tout de suite les niveaux. C'est vrai qu'il faut sonner l'alerte. Oui, c'est assez impressionnant. Autant on parlait de risque de déflation il y a à peu près 3 ans, entre 2015 et 2016. Et depuis, l'inflation est sortie de sa léthargie. On va voir le graphique, on le voit ici, c'est en effet très impressionnant. On était passé sous la ligne de flottaison dans ces années 2015. C'est ça, c'est donc la déflation, c'est la baisse des prix. Là maintenant, c'est très rare, la déflation, c'est un risque important en économie. Mais là, c'est plutôt le risque inverse qui arrive, c'est la hausse des prix. Au-dessus des fameux 2% que surveille comme le lait sur le feu la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'au final c'est inquiétant ce retour de l'inflation? Est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement que l'économie va mieux aussi? Ça veut dire que l'économie va mieux. Maintenant, il faut faire attention quand on regarde ce chiffre, qui est un chiffre très global. Vous savez que l'INSEE, comment ils calculent ça? Ils prennent un panier moyen, ils regardent les habitudes de consommation des Français. Oui, il peut y avoir des trompe-l'œil. Il peut y avoir des trompe-l'œil. Donc, dans les chiffres, il y a déjà des prix qui sont très volatiles, on le sait. L'énergie, par exemple. Et ça, la hausse à 2,3%, donc qui fait qu'on dépasse l'objectif de 2% de la BCE, c'est en grande partie expliqué par la hausse de l'énergie qui progresse de près de 20%, 22% sur un an. Mais quand on enlève les prix volatiles, la hausse est un peu plus faible. Cela dit, l'INSEE nous dit quand même que pour 2018, l'inflation devrait atterrir sur les 1,7, voire 1,8% sur l'année, donc ce n'est pas négligeable. À propos de BCE, juste une parenthèse, mais est-ce qu'elle a signifié quelque part son inquiétude également? Est-ce qu'elle risque de réagir plus vite que ce qu'on imaginait ou pour l'instant on reste sur ce qui a été envisagé? Non, pour l'instant, on reste sur ce qui était envisagé. Il n'y a pas d'inquiétude du côté de la BCE qu'elle modifie sa politique monétaire. Elle n'accélérera pas par rapport à ces chiffres-là. Alors pourquoi c'est un sujet? Pourquoi est-ce que l'inflation concerne ceux qui regardent cette émission et qui peuvent intervenir pendant l'émission? C'est du direct, je vous le rappelais. C'est un vrai sujet parce que le but de l'épargnant, c'est d'abord et avant tout de préserver son pouvoir d'achat. Si l'inflation augmente, son pouvoir d'achat diminue, puisque l'inflation mesure justement la hausse des prix général en France. Alors après, ça dépend beaucoup de chacun. Par exemple, je prends mon exemple personnel. Moi, je ne suis pas fumeur. Dans l'indice des prix, c'est 2%. C'est pas beaucoup, mais pour un fumeur qui dépenserait 10% de ses revenus dans le tabac, la hausse du tabac, c'est 17% sur un an. Et pour lui, la hausse des prix est très importante. L'inflation, il aurait déjà 2 points d'inflation pratiquement dans la poche, rien qu'avec ses paquets de cigarettes. Rien qu'avec ses paquets de cigarettes, pour moi, elle est nulle. En fait. Donc ça dépend vraiment de chacun. Il faudrait que l'INSEE fasse une inflation personnalisée presque. Alors ils le font. Je vous invite à aller sur le site de l'INSEE. J'invite chacun de ceux qui nous regardent à aller sur le site de l'INSEE parce que c'est très intéressant. INSEE.fr. Regardez INSEE.fr. Regardez en fait, vous prenez vos consommations, ce que vous avez dépensé, vos dépenses sur les 3 derniers mois par exemple, essayez de les répartir sur les grandes catégories et vous les rentrez sur le site de l'INSEE et l'INSEE va vous dire au cours des dernières années quelle était l'inflation pour vous. Donc ça peut être très personnel et c'est intéressant parce que ça va vous permettre de voir si vous êtes particulièrement sensible à la hausse des prix ou pas. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Bon, une fois qu'on a défini son profil inflationniste, comment est-ce qu'on peut l'adresser cet enjeu, cette problématique? Alors,
Donc, comme je dis, c'est quelque chose qui est assez personnel. Et la réponse, elle va dépendre un peu du cas par cas. Déjà, il faut regarder un petit peu l'objectif de l'épargnant. Si l'objectif de l'épargnant, par exemple, est de préparer sa retraite, il va être très sensible à l'inflation. Parce que le but, justement, c'est d'avoir une retraite qui lui permet, encore une fois, de préserver particulièrement son pouvoir d'achat à la retraite. Et oui, et donc il vaut mieux qu'en 20 ans d'efforts d'épargne, il n'ait pas que tout ne soit pas mangé par l'inflation. Tout à fait. Et ça, c'est justement le deuxième critère, l'horizon de placement. Si vous avez un horizon à long terme, et c'est le cas justement quand vous préparez votre retraite, ou même quand vous arrivez à la retraite, vous avez un horizon de placement qui en réalité est assez élevé. En moyenne, on reste 21 ans à la retraite. Donc c'est beaucoup plus long qu'on ne le pense. À ce moment-là, vous êtes très sensible à l'inflation. Est-ce que vous savez quelle a été l'inflation sur les 20 dernières années? En moyenne par an? Alors, en cumulé. En cumulé, je dirais 100%. Non, vous êtes un petit peu au-dessus, mais elle est quand même de 32%. Là, on n'a pas préparé l'émission et je vous ai pris un petit peu... Non, mais voilà, donc ouais. 30%. Donc ça veut dire qu'on a laissé un tiers en cours de route. Exactement, on a laissé un tiers en cours de route. Si on n'a pas préparé, si on n'a pas des placements qui nous couvrent contre l'inflation, ça grignote un tiers de notre pouvoir d'achat. Donc effectivement, on voit bien qu'en fonction de l'objectif et en fonction de l'horizon de placement, il faut bien se couvrir ou pas contre l'inflation. Si vous voulez acheter par exemple dans 5-10 ans un bien immobilier, si c'est ça votre projet, vous n'êtes pas sensible à l'indice général des prix, vous êtes sensible à la hausse de l'immobilier. Oui. Et donc là, dans le projet de placement, il vaut mieux que vous ayez un biais sur l'immobilier. Beaucoup de gens ouvrent un PEL. Mais si vous ouvrez un PEL pour préparer un projet immobilier, ce n'est pas très malin parce que, imaginons que les prix de l'immobilier augmentent comme à Bordeaux, 20% en un an. Et les notaires nous disent que ça continue. On va parler du Grand Paris, la hausse des prix est très forte. Si vous voulez acheter dans ces zones dont le prix augmente beaucoup, en fait, il vaut mieux aller sur un placement qui va profiter du dynamisme de ces marchés-là. Si vous mettez 50 000 € aujourd'hui, votre apport pour préparer ce que vous allez acheter dans 5-10 ans, il vaut mieux que ces 50 000 € soit indexé sur les prix. Le même dynamisme que le marché que vous visez dans 5 à 10 ans. Donc c'est ça l'élément de réponse, c'est comme ça qu'on adresse cette problématique. Alors pour l'immobilier on comprend assez bien, mais pour sa retraite par exemple, comment choisir le bon vecteur? Alors pour sa retraite, si on est à la retraite et qu'on a besoin de revenus complémentaires, on a un capital de 200 000 € par exemple, eh bien là encore, acheter de l'immobilier, on a parlé des SCPI, on va en parler encore dans la troisième partie, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'immobilier en fait est indexé sur l'inflation. Donc c'est la meilleure façon de se couvrir contre le risque d'inflation, c'est d'acheter de l'immobilier et en particulier des SCPI parce qu'elles sont très bien diversifiées et donc vous limitez le risque à tout point de vue. Alors je vais poser ma question différemment. Oui. Est-ce qu'à côté de l'immobilier, il y a d'autres sous-jacents, d'autres vecteurs qui permettent de se prémunir contre cette inflation? Alors, de toute façon, oui, c'est bien de diversifier, de ne pas acheter que de l'immobilier. On dit que les actions, souvent, profitent également de la hausse de l'inflation. Donc, c'est une bonne façon de se prémunir contre ce risque-là. Mais en contrepartie, on a plus de volatilité que sur l'immobilier. Ouais. Donc, il faut accepter cette volatilité. Et puis, à l'inverse, il y a des actifs vraiment à éviter, absolument. L'or, par exemple. L'or. Les obligations à taux fixe, acheter des obligations, ça c'est... oui, parce qu'il y a des obligations indexées sur l'inflation. Il y a des obligations qui sont indexées sur l'inflation, c'est très dur d'en avoir pour des particuliers. Oui, c'est plus pour les institutionnels. Mais éviter les obligations pour couvrir ce risque-là. Donc voilà, deux catégories d'actifs qui sont quelque part étanches à l'inflation, immobilier et actions, avec les risques qui accompagnent ces placements. Oui. Et à contrario, en période de retour de l'inflation, il faut sortir des rendements fixes et qui sont actuellement très déprimés, puisqu'on sort de 10 ans où les rendements n'ont fait que descendre. Voilà, et donc derrière les obligations, il y a bien sûr les fonds en euros qui sont assis sur un tas d'obligations à taux fixe, donc qui ne profiteront pas de l'inflation et qui au contraire même seront dépréciés par l'inflation. Parce que c'est ça dont il faut prendre conscience, c'est que finalement le rendement, il y a le rendement réel et le rendement affiché. Et ce rendement réel, finalement, il est grignoté par l'inflation. Et quand on est dans des rendements qui descendent, ça peut être
un réveil brutal. On a des rendements négatifs actuellement en termes réels. Effectivement, maintenant on a des rendements négatifs parce qu'on est dans une situation assez inédite où les rendements des actifs, le rendement des fonds en euros est en dessous du niveau de l'inflation. Jusqu'à présent, les rendements des actifs baissaient, mais l'inflation baissait aussi. Donc le rendement net, qu'on appelle le rendement réel, restait positif. L'inflation est repartie, mais pas les rendements des actifs sous-jacents. Et donc là, on est dans une situation qui est très mauvaise pour les épargnants. Il faut absolument bouger pour éviter de voir son épargne canotée de 30%. Bon, même si on ne pense pas que l'inflation remonte trop vite et trop haut, ce n'est pas votre scénario? Non, mais avoir une inflation entre 1,5 et 2%, par contre, ça c'est ce qu'on peut envisager sur les 10-20 prochaines années. Bon. Il y a un point peut-être à rajouter, c'est que effectivement on voit du coup que dans les solutions qu'on propose, c'est des produits qui ne sont pas avec une garantie en capital. Et donc là, c'est un changement d'état d'esprit à opérer pour les Français qui ont l'habitude d'investir plutôt sur les fonds en euros, qui représentent 80% de l'assurance vie. Donc il y a beaucoup de pédagogie à faire de notre part, nous professionnels, et pour les clients et les investisseurs, il faut aussi qu'ils changent un petit peu leurs habitudes. Et pour ça, il y a des règles à respecter, des règles de diversification, comprendre aussi l'horizon de placement, on en a parlé. On pense toujours qu'on a un horizon faible, or en fait, on a un horizon souvent beaucoup plus lointain qu'on le pense. Je parlais par exemple des retraites. Ouais. Un retraité a un horizon qui est plus long que ce qu'il ne pense. Or, jusqu'à présent, quand on arrive à la retraite, on a tendance à prendre moins de risques. Je pense qu'il faut faire l'inverse. Alors peut-être pas pour 100% de son patrimoine, mais justement réfléchir et dire j'ai 200 000 euros à y consacrer. Sur les 200 000 euros, en réalité, j'ai peut-être 100 000 euros que je peux placer à plus de 10 ans. Et 100 000 euros que je vais placer à court, moyen terme. Il y a tout un travail à faire pour accompagner ce mouvement-là. Il y a un travail d'acculturation, de psychologie aussi, de prise de risque un petit peu en effet, dans un monde qui a changé par rapport à celui qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans. Merci Jonathan pour ces explications. En effet, cette piqûre de rappel sur le retour de l'inflation. À très bientôt. Vincent Kutkovitz nous a rejoint sur le plateau de Parlons Placement. Bonjour Vincent. Alors, bien prévoir et me regarder l'horizon. On en a parlé avec l'horizon d'inflation et Jonathan. Et avec vous, on va parler de 2019. C'est un horizon à plus court terme, mais qui est important parce qu'il se passe pas mal de choses en termes d'évolution législative, réglementaire et de changement ne serait-ce que de feuilles de paye très bientôt. Bien sûr. En fait, chaque année, on a notre lot de nouveautés qui arrivent. L'année dernière, on était très marqué par l'arrivée de l'impôt sur la fortune immobilière et autres prélèvements forfaitaires uniques sur l'assurance vie. Cette année, on est plutôt questionné et on se pose pas mal de questions par rapport notamment au prélèvement à la source. Oui. Et donc, le prélèvement à la source concerne essentiellement, d'une certaine manière, les salariés. Le grand changement aura lieu pour les revenus du quotidien, j'entends. Pour toute la partie patrimoniale, on a peu regardé, peu de gens ont parlé en fait de l'impact sur le patrimoine, sur les épargnants, parce qu'un salarié peut être aussi un épargnant et vous allez nous montrer qu'il y a des conséquences. Exactement. Alors on est déjà en septembre et certains ont en tête depuis un certain nombre de mois que 2018 serait une année blanche, une année extraordinaire dans laquelle on pourrait finalement augmenter ses revenus sans être fiscalisé. Alors, ce qui n'est pas très simple pour un salarié lambda qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais en effet, certains l'imaginaient, par exemple, sur des plus-values. Exactement, on se disait, tiens, c'est l'année où il faut faire des plus-values. C'est l'année où il faut éventuellement engranger des plus-values qu'on a latentes depuis un certain temps. C'est l'année où il faut faire des retraits plus importants sur son contrat d'assurance vie. On va voir qu'en fait, tout ça, finalement, l'année 2018 ressemble aux précédentes et ressemblera à l'année 2019. C'est-à-dire qu'en fait, le fisc a mis en place un certain nombre de dispositifs qui lui permettent de neutraliser les envies de certains de profiter de cette année-là. Malheureusement, il n'y aura pas d'année blanche, pas de cadeau au Père Noël, du Père Noël, parce qu'en effet, ça va être lissé et ils vont recalculer pour éviter qu'il y ait des trous dans la raquette. Je prends l'exemple des plus-values sur cession mobilière, par exemple. Il y aura un calcul qui sera fait en 2019 qui permettra de rattraper et de fiscaliser les plus-values qui sont intervenues en 2018 sur, par exemple, des titres.
Ça aurait été trop beau. Il y a des petites choses comme le crédit d'impôt aussi qu'il faut prendre en compte. Exactement. Il y a eu une nouveauté ces dernières semaines, puisqu'en fait, toutes les personnes qui bénéficient de réduction d'impôt ou de crédit d'impôt se posaient la question pour ces personnes-là de savoir si finalement, avec la mise en œuvre du prélèvement à la source, si elles n'allaient pas finalement alimenter la trésorerie pendant un certain nombre de mois de l'État, puis après bénéficier d'un remboursement au regard des réductions d'impôts. Donc finalement, il y a eu des discussions ces dernières semaines, et on a beaucoup entendu parler dans les médias, et il a été décidé de porter un crédit d'impôt qui était prévu de 30% au 1er janvier à 60%, justement pour faire en sorte que l'ensemble des réductions d'impôts puissent être absorbées d'une certaine manière par ce crédit d'impôt. Il interviendra en septembre. Si on a encore un petit peu de crédit, on pourra bénéficier de ce crédit-là, ou alors il y aura une régularisation dans l'autre sens, sur la base de la déclaration de revenus qui continuera à intervenir. On continuera à faire sa déclaration de revenus à la même époque, comme au bon vieux temps. Sauf qu'en fait, les régularisations par rapport au prélèvement à la source ou au crédit d'impôt interviendront en septembre, étalées de septembre à décembre. Donc ça, c'est pour le crédit d'impôt, qui est une bonne mesure. Et par ailleurs, il y a un autre élément majeur qui était, beaucoup de gens se posent la question, nous on a eu beaucoup de questions dans ce sens-là. Faut-il continuer à abonder ces contrats d'épargne retraite qui bénéficient en fait de réductions fiscales en 2018? Donc je pense notamment au PERP, et beaucoup ont hésité, beaucoup de spécialistes ont hésité aussi en disant finalement il ne faudra peut-être pas verser en 2018. Bon, la leçon à retenir, c'est le pendant en fait de l'année blanche en termes d'impôt sur le revenu. Et ce que je veux, parce que j'ai peu de temps, ce que je veux que les gens retiennent, c'est de se dire que finalement en 2018 il faut continuer à opérer de la même manière qu'en 2017. Si jamais il y avait eu une année où on s'était octroyé une année sans versement, par exemple, vous ne bénéficierez pas à plein des possibilités de déduire fiscalement en 2019 ce que les personnes auraient abondé sur leur contrat d'épargne retraite, comme le PERP, par exemple. Donc, en moralité, pas d'année blanche, ni du côté de l'impôt sur le revenu, ni du côté des autres... Exactement. Des autres produits. Loi Pacte, c'est un deuxième sujet qui nous occupe en cette rentrée. Le Big Bang arrive peut-être de ce côté-là. La loi Pacte, c'est en fait un ensemble, c'est un wagon de réformes dans lequel il y a une partie qui concerne la retraite, notamment, et l'épargne. Donc on a toute une partie sur l'épargne retraite qui est majeure, sur lequel aujourd'hui on y voit déjà un peu plus clair, puisque la loi sera votée probablement début 2019, mais aujourd'hui on sait déjà quels sont les grands principes qui vont nous préoccuper, qui vont nous toucher, les épargnants et nos clients épargnants. Donc il y a premier élément, il y a une grande réforme des plans épargne retraite, puisque d'ailleurs il va y avoir la création d'un plan épargne retraite qui a pour vocation de rassembler l'ensemble des produits de retraite, PERP, Madelin, etc. Et donc c'est probablement une révolution, puisque tous ces produits d'épargne retraite finalement ont chacun leur particularité. Ouais. Il y a la volonté, en fait, pour l'État de créer un vrai effet massif, un vrai dynamisme. Avec plus de visibilité. Beaucoup plus de visibilité. Et sensibiliser, en effet, tout un chacun au fait qu'on sera moins bien loti en tant que retraité qu'on ne l'est actuellement et que le sont les générations actuelles de retraités. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'un des éléments majeurs, c'est de créer ce mouvement à travers la centralisation autour d'un grand plan épargne retraite. Et il y aura la possibilité aussi, qui sera beaucoup plus offerte qu'aujourd'hui, de transférer les avoirs d'un produit à un autre, des anciens produits vers le nouveau, entre compagnies également, entre sociétés. Et ça, ce sera quelque chose de tout à fait révolutionnaire dans le monde de l'épargne. Et l'assurance vie là-dedans, dans ce paysage? Alors, il y a eu une tentative ces derniers jours. C'est un serpent de mer qui arrive souvent sur la table. C'est certains acteurs militent pour, il y a probablement des avantages à envisager le fait que, et en tout cas c'est bon pour les épargnants, le fait que les épargnants puissent transférer leur contrat d'assurance vie d'une compagnie à une autre. Et on n'était pas loin cette semaine d'arriver à obtenir ce changement-là. Un peu de concurrence finalement. Voilà, ça aurait ouvert la concurrence, ça aurait probablement incité les compagnies d'assurance vie à faire face de façon plus directe à la concurrence. Et ça aurait probablement offert des opportunités intéressantes. Le sujet est certainement pas clos, il reviendra sur la table, mais il faut dire aussi que les compagnies d'assurance vie étaient gênées quand même parce que ça pouvait mettre en péril un peu leur gestion à long terme. Et on sait que les compagnies d'assurance vie ont un objectif, c'est de gérer justement aussi pour la retraite de leurs clients les fonds à très long terme. Et donc avoir ce sera peut-être un jour pour les nouveaux contrats, pas forcément l'historique. C'est possible. En tout cas, aujourd'hui, bon, en tout cas, c'est pas ce sujet-là est de nouveau remis au placard.
prochain épisode l'année prochaine. Voilà, dans un prochain numéro de Parlons Placement. Loi de finances 2019, qu'est-ce qu'il faut retenir également sur le dernier item? Alors, cette année, donc l'année 2019 sera beaucoup moins marquée par l'innovation que l'année 2018. Ce qu'il faut, et ce qui me paraît important de retenir, c'est qu'il y a une pression aujourd'hui qui apparaît notamment sur les retraités expatriés. On en parle de temps en temps chez bienpropre.fr. On a d'ailleurs écrit un article ces dernières semaines qui se retrouve sur notre site. On a fait un peu le tour de la question. Les retraités expatriés, on voit beaucoup de retraités qui profitent de cet âge-là pour aller à l'étranger pour des raisons parfois fiscales. Je pense au Portugal qui est la première destination. On a aujourd'hui 1 million de Français qui passent leur retraite à l'étranger. C'est absolument un phénomène de société. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont dans l'œil du viseur du fisc français qui a pour vocation actuellement d'aller finalement récupérer un peu son dû. Et donc là, il y a un premier projet qui revient sur la table aussi, qui apparemment est bien parti cette fois-ci, c'est de faire en sorte que les retraités qui en France, les résidents français et retraités, ont vécu une augmentation de la CSG de 1,7 point l'année dernière. Il est a priori possible que les retraités expatriés soient soumis à la même hausse de la CSG en 2018. Donc moi, ce que je veux que les gens retiennent aujourd'hui, c'est pas le seul projet en fait qui est en train d'émerger sur cette question-là. On sait qu'aujourd'hui, les dispositions particulières au Portugal pour les retraités expatriés qui sont très attractives, sont en train d'être remis à plat par le fisc français, notamment dans le cadre de la convention entre la France et le Portugal. Bon, donc le sujet c'est retraités expatriés, si vous avez pris des décisions d'expatriation uniquement sur des raisons et un dispositif fiscal, sachez qu'aujourd'hui, il est probablement, il faut revoir ces projets, soit autrement, soit envisager de s'adapter aux nouvelles conditions. Bercy is watching you. On regarde très rapidement le tableau pour récapituler ces 3 grandes thématiques. Voilà, vous pourrez le regarder tranquillement en appuyant sur stop pendant vos pauses sur la chaîne YouTube ou sur quel que soit le player. On finit juste avec un dernier mot parce que ce n'est pas dans les lois ou dans les projets actuels, mais il est sur la table, il est de nouveau question de taxer davantage les héritages. Oui, effectivement, on parle un peu à contre-courant de tout ce qui se passe dans le monde, d'un arbitrage à faire et d'augmenter les droits de succession. Alors, on ne parle pas de remettre des droits de succession entre époux, qui ont été supprimés par les gouvernements Sarkozy. Par contre, il s'agit d'augmenter éventuellement les droits de succession entre héritiers. Et donc là, effectivement, c'est un débat qui commence, une petite musique qui commence à monter. C'est aussi un sujet qui arrive régulièrement au moment des lois de finances. On en parle chaque année. Il n'est pas dit que ce soit aussi évident à mettre en place parce que là, il y aurait un coût politique absolument important, majeur. L'objectif qui est derrière le gouvernement, si tant est que ce projet aille au bout, c'est de se dire que là aussi, c'est qu'il faut privilégier les revenus du travail aux revenus du capital. Simplement, je pense que c'est la rente. Tout à fait par rapport à la rente. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile. C'est un coût politique très important. Ça n'était pas dans le projet du président de la République. Donc je pense que c'est un petit ballon d'essai qui est lancé. On sera évidemment très vigilant chez bienpropre.fr et on sera en première ligne pour analyser tout ça. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Vincent. À très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Thierry Sévoumian, directeur général de la Française AM, est sur ce plateau. Bonjour Thierry. Bonjour. Heureux de vous recevoir à nouveau. On s'était déjà croisés dans les précédents épisodes de Parlons Placement. On va s'intéresser au Grand Paris, en effet, qui fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'il y a le Grand Paris, puis derrière ou à côté, il y a les Jeux Olympiques aussi en 2024. Alors voilà, le Grand Paris, beaucoup en parlent et pour avoir une vision assez synthétique, c'est un projet absolument exceptionnel. Vous voyez, j'emploie un adjectif fort. Avec, regardez un petit peu l'objectif, c'est aujourd'hui le projet d'infrastructure au monde, qui est certainement le plus important et qui vise en fin de compte à faire quoi? C'est
d'interconnecter Paris et les villes avoisinantes, en fin de compte, de la banlieue, région. ouais. La banlieue, voilà, on peut l'appeler comme ça, grâce à l'infrastructure, donc tout ce qui est communication, transport, pour viser de faire Paris la 5e métropole au monde. Alors, quelques chiffres peut-être? Alors, quelques chiffres, hein, ça permet de mesurer le côté très important. Alors, vous allez avoir 200 km en fin de compte de voies ferrées qui vont être construites, complètement automatiques. C'est énorme. Vous allez avoir 68 stations de métro construites. Enfin, pour moi qui suis dans l'immobilier, vous voyez mes cheveux blancs depuis un petit moment, je n'ai jamais vu ça. Ouais. Et avec, je crois qu'il y a peu de gens qui ont vu ça d'ailleurs. Nous n'avons ça pas remonte à connu 1900. Ce sont les grands développements haussmanniens. Ouais. Hein. Et pour vous donner une idée en termes de budget, c'est environ 35 milliards d'euros. Donc ça a commencé. Et ça ira jusqu'au bout parce que régulièrement, on apprend qu'une ligne de métro finalement sera abandonnée, repoussée au calendrier grec. C'est une très bonne question. Alors 35 milliards d'euros, mais c'est voté et ça commence. Je pense même que ça dépassera ce budget-là. C'est l'équivalent à peu près de 800 TGV. Hein. Alors oui, ça ira jusqu'au bout pour plusieurs raisons. Ils vont construire des lignes de métro 14, 15, 16, 17. Et vous avez un accélérateur de timing, ou du moins quelque chose qui doit verrouiller. C'est ce que vous avez cité tout à l'heure. Ce sont les Jeux Olympiques. Hein. Il faut absolument le développer par rapport aux Jeux Olympiques. Et un deuxième point sur le Grand Paris, c'est que ça n'est pas qu'un projet de développement de transport. Le Grand Paris, pour en faire la 5e métropole au monde, c'est aussi un projet de développement économique. Hein. On va développer 9 grands projets autour de Paris. Alors vous aurez la défense, bien sûr, avec la partie finance, vous aurez le commerce, vous aurez la biotech, les nouvelles technologies. Donc ils vont être répartis géographiquement comme ça, des clusters. On avait déjà, voilà, on avait déjà exploré cette solution. Et pour vous donner à peu près le gigantisme du projet et les moyens qui sont mis à disposition, c'est ça qui me fait dire que ça ira au bout. Aujourd'hui, nous allons libérer, enfin le public va libérer environ un peu plus de 200 000 hectares à peu près autour de Paris. On vise à créer 800 000 emplois, on vise à créer 70 000 logements par an et de faire en fin de compte de la partie Grand Paris véritablement un énorme poumon. Bon, et une métropole qui soit à l'échelle des métropoles les plus importantes de notre planète et pas ce petit Paris intramuros haussmannien qui est cher aux touristes mais qui est un peu limité d'un point de vue praticité. Et pour souligner le point, très intéressant, quand on essaye de mesurer aujourd'hui l'importance des moyens et des objectifs du Grand Paris par rapport aux grandes métropoles mondiales, vous êtes aujourd'hui sur le 2e projet. Je mets dedans ce qui s'est passé notamment à Londres, hein, où ils ont, eux, construit une partie de transport, mais qui passe sous Londres, et avec les JO qui sont arrivés et fait le village olympique. Et c'est aujourd'hui le 2e après Manhattan. Bon, ça vous situe à peu près c'est super pour la France, c'est superbe. Les JO sont dopants pour l'immobilier, hein, sans jeu de mots. Oui, ils sont dopants et avec un autre point. Il y a une mécanique, mais vous aviez un interlocuteur, Jonathan, qui développait un point intéressant. Ouais. Il y a une mécanique dans l'immobilier, hein, surtout dans la métropole, mais il parlait de Bordeaux. On sait très bien que lorsque vous avez une station de métro qui pousse, vous raccourcissez les distances, 800 mètres autour, que ce soit bureau, que ce soit commerce, que ce soit logement, c'est quelque chose qui se développe. Alors c'est la question, hein, parce que ceux qui nous regardent ont des problématiques d'épargne ou pourraient en avoir. Comment est-ce qu'on en profite concrètement ? Bonne question aussi. C'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé parce qu'on le voit au plan des professionnels et des investisseurs. Tout le monde a bien compris l'intérêt du Grand Paris qu'on n'a jamais vu et puis autant de moyens qui vont bénéficier à l'immobilier, donc à l'investissement. Seulement, vous avez une antinomie, c'est-à-dire qu'on comprend tout à fait qu'il faille, pour profiter, investir, acheter un terrain, construire, trouver un locataire, ça prend du temps. Et aujourd'hui, l'investisseur veut le meilleur des mondes, et je suis investisseur, donc pareil, c'est qu'on veut profiter des plus-values de ce que va créer en fin de compte ce marché, et en même temps, on veut continuer à toucher son revenu. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris un produit institutionnel, où nous avons, avec l'autorité tutelle, demandé un agrément en mettant dès le début la volonté d'arbitrer tout ce qui était province.
D'accord. Et tout ce qui n'était pas dans le potentiel, c'est une SCPI que vous allez recycler dans du Grand Paris, mais qui n'est pas à l'heure actuelle que investi en Grand Paris. Exactement. Nous avons obtenu de l'AMF l'accord, en fin de compte, sur le fait d'arbitrer la partie province. Et c'est quelle partie actuellement ? Aujourd'hui, en surface, c'est environ 30%, en valeur, c'est à peu près 10%. C'est le rapport entre le prix Paris-Province. La SCPI fait plus de 700 millions d'euros aujourd'hui, donc c'est un produit... Et donc c'est ça qui va servir de socle à votre développement sur le Grand Paris. Elle aura à peu près 45 immeubles une fois les arbitrages opérés. Et à quel horizon on sera à 100% estampillé Grand Paris ? À 18 mois. À 18 mois, avec un point quand même très intéressant, c'est que vous avez tout de suite des locataires de renom, alors Veolia, Banque Postale et autres. Vous avez une mutualisation et avec une rentabilité déjà estimée uniquement en termes de rendement qui est de 4,25%. Et un petit plus, c'est qu'il n'y aura pas de délai de jouissance. Vous savez, en SCPI, quand on rentre dans le produit, 2 mois, 3 mois. Là, on a déjà la partie des immeubles. Donc, vous aurez 2 moteurs. Un moteur, très clairement, qui sera la valorisation des loyers sur les 700 millions que l'on a. Et un autre moteur, bien évidemment, qui sera la plus-value, avec une partie où on se positionne déjà sur les fonciers. Alors à propos de plus-value, parce que vous n'êtes pas le seul forcément à faire ce raisonnement que le Grand Paris est une opportunité pour les investisseurs, est-ce que les prix ne sont pas déjà montés de façon importante ? Alors, les prix, effectivement, ont déjà intégré un potentiel. Le seul point, c'est que, premier des points, les moteurs en termes de valeur et de prix pour la SCPI seront les augmentations des loyers. Ce que l'on a pris pour nous, on a fait un pari d'être pur Grand Paris et de ne pas avoir un produit qui va se Grand Pariser, autrement dit une SCPI qui petit à petit, lors de sa collecte, va devenir plus Grand Paris. Vous aurez une augmentation et une appréciation des loyers. Et ça, quand vous avez un loyer qui s'apprécie, vous avez la valeur qui s'apprécie, c'est assez mécanique. Et le deuxième point, ce qui est très important, c'est d'être en amont sur les grands projets pour pouvoir répondre aux appels d'offres. Donc il faut être institutionnel et avoir les moyens, c'est ce que l'on a. Et je vous prends quelques exemples pour nous. Nous avons gagné une partie de l'appel d'offres sur Payel. Vous savez, ce sera le plus grand hub parisien, 2 millions de voyageurs. Pareil pour le village olympique, différents projets. Donc il faut être en amont, être aussi dans la chaîne de valeur. Vous achetez le foncier, vous participez au développement. Mais effectivement, si vous attendez simplement d'acheter, peu importe 500 mètres ou 1000 mètres, au moment où ce sera construit, vous ne capterez pas la valeur. Bon. Et une dernière question, peut-être Thierry, sur vous n'êtes pas le seul à proposer des produits comme ceux-ci. Comment est-ce que vous distinguez? Quelles particularités vous proposez? J'en vois 2 ou 3. Le premier, c'est que nous aimons bien les produits purs. Par rapport à d'autres compétiteurs, avec des bons produits, ils vont prendre un produit déjà existant et au fur et à mesure de la collecte, de l'amener vers un produit qui aura une proportion importante de Grand Paris. On a décidé même d'arbitrer pour être purement Grand Paris. Je pense que la valeur est là. J'ai jamais vu à 18 mois, alors, à 18 mois, mais en termes de valeur, aujourd'hui, il est déjà à 75% Grand Paris. Le deuxième point, c'est que comme nous avons déjà un patrimoine existant et important, 700 millions d'euros, il n'y aura pas de délai de jouissance. C'est-à-dire que gagner 2, 3 ou 4 mois de délai de jouissance sur son premier investissement, c'est intéressant. Puis le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est d'avoir une vraie mutualisation dans ses locataires et ses immeubles dès le départ. Parce que quand vous rentrez dans un produit qui fait déjà presque le milliard, en termes de mutualisation et d'approche des risques, c'est plutôt très, très intéressant. Bon, écoutez, on aura l'occasion, j'imagine aussi, de reparler de ce dossier Grand Paris, Jeux Olympiques et tout ce qui accompagne cette ambition. Merci Thierry Séboumlan de nous avoir rendu visite, nous avoir présenté cette SCPI LF Grand Paris Patrimoine. À bientôt. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement.